c'est bon? Ok, parfait. Donc désolé, moi je vois pas des démos super sexy et tout ça, ni des hallucinations, en tout cas j'espère que je ne vais pas halluciner comme ça. Moi on va faire un petit back to basic aujourd'hui, et l'objectif en fait c'est de voir un peu dans le concret, dans l'implémentation. D'accord? C'est comment démarrer dans l'IA générative. Alors heureusement c'est que là j'ai vu beaucoup de mains qui étaient levées pour dire je suis développeur, donc c'est cool, parce qu'il va y avoir un peu de code, donc ceux qui ne sont pas développeurs, je suis désolé. Il y aura un peu de Python et tout ça. Mais voilà, l'objectif c'est de dire ok, maintenant on va passer un peu à l'industrialisation. On a vu un peu là des super cas d'usage B2C. Là l'objectif c'est de dire demain vous avez un projet au sein d'une entreprise de l'IA générative. Il y en a beaucoup. Donc c'est comment on peut démarrer simplement et accélérer là-dessus. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Stewell, je travaille chez AWS, Amazon Web Service pour ceux qui ne connaissent pas aussi, et je suis spécialisé dans tout ce qui est industrie du gaming, donc clairement tout ce qui est, on va parler de Hearthstone ou autre, ça me parle beaucoup, et croyez-moi que dans tout ce qui est industrie du jeu vidéo, l'IA générative est un peu au centre des questions, des interrogations, et un peu le travail sur on va dire ce qu'on appelle la nouvelle expérience de jeu vidéo, qui je vous promets sera top aussi pour tous les amateurs de jeux vidéo. Donc une petite introduction, vous en faites pas, ça ne sera pas marketing à fond AWS, tous les services, mais on va quand même voir 2-3 services quand même sur comment les utiliser. On va aussi se baser sur Streamlit. Alors qui connaît Streamlit ici? Cool, bon, c'est bien, au moins on va revoir certaines bases. Et ceux qui ne connaissent pas, l'objectif c'est de vous le présenter, et vous verrez, c'est assez pratique quand on connaît un peu le Python, et qu'on veut accélérer sur l'IA générative. Donc là, c'est vraiment, il faut se positionner dans, voilà, je suis data scientist ou je suis développeur, on me demande d'aller vite, j'ai pas envie de passer 3 mois de code sur différents langages, apprendre un langage ou quoi que ce soit, je veux aller vite, je veux faire un POC, parce qu'aujourd'hui, nos business veulent avoir un exemple concret des cas d'usage avant de dire, ok, on va mettre de l'inférence pour 30 000 € par mois. Ils veulent avoir une démonstration rapide et on ne peut pas y passer pendant 3 mois. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif c'est de voir justement cette accélération et comme quoi en quelques minutes, on va dire, vous allez pouvoir démarrer facilement et commencer à prévoir un peu les outils d'industrialisation pour vraiment faire votre MVP et pourquoi pas aller en prod après, même si Streamlit a certaines aussi limitations. Donc oui, je pense qu'on a vu là aujourd'hui un générique partout. On le voit, toutes les conférences, tous les grands du nom, les Twitter, tout le monde en parle. Clairement, moi je dis souvent, on assiste à l'invention de l'Internet. Alors moi j'ai eu la chance d'assister à la première invention, il y en a beaucoup de jeunes aussi. Donc, on a vu que ça démarrait doucement avec les 36K, etc. Là c'est pareil, on est dans la phase de montée, on est dans la guerre des LLM. Tout le monde se fait la guerre, tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouvelles sorties, des nouveaux modèles, des nouvelles startups qui se créent, qui lèvent des millions, des milliards, etc. Donc clairement, on a encore un bel avenir devant nous là-dessus et il faut clairement se maintenir informé. Nous aujourd'hui, l'objectif c'était de dépasser le cap du ok, j'ai fait mon POC sur mon PC, on a vu que ça marchait très bien, on pouvait scale. Mais là, l'objectif c'est de dire ok, maintenant j'ai fait mon POC et je veux le rendre industrialisé, le mettre en production et l'ouvrir possiblement à 30 000 employés, 40 000 employés et vraiment fournir des services derrière. Pourquoi même derrière créer une solution pour des clients finaux et dire 1 million, 10 millions de clients, pourquoi pas. Donc Streamlit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework Python, d'accord? Donc Python, langage de programmation, il y en a beaucoup qui développent ici, donc ça vous parle. Et l'objectif, c'est en gros, en quelques lignes, vous allez pouvoir coder une IHM complète, d'accord? Une application Streamlit, ça prend 5-6 lignes, pas plus que ça, fichier Python, bim, je le mets dans un conteneur, c'est rené, vous avez un web server avec une jolie application comme ça. On va avoir aussi un catalogue complet de composants, très facilement intégrables. Des inputs, des chat messages, des statuts, etc. En gros, derrière, tout ça pour dire, c'est que développer, je vous mets une petite, on va pas dessus, sur le noir, mais développer un chatbot homemade, 100% homemade, dans Streamlit, sincèrement, c'est quelques lignes de code. La version ultra light, sans tout ce qui est gestion long chain et tout ça, gestion de ma mémoire, etc. Mais si on veut faire une question-réponse basico-basique, aujourd'hui avec Streamlit, ça va très très vite. Et sans parler encore plus maintenant avec l'IA générative qui va vous aider à développer, ça peut être encore plus accéléré. Et on peut aller loin, c'est que Streamlit, il y a aussi plein de plugins. Vous allez pouvoir mettre des spinners rapidement et vous verrez à chaque fois, c'est 2, 3, 4 lignes de code
et pas plus. Limite, ce qui va prendre le plus de temps, ça va être les intégrations avec les API externes, tout ce qui est phase d'authentification avec ces API, etc., qui là, il faut demander un peu plus de pur code Python sans streamer. Mais la partie pure graphique aujourd'hui est très rapide. Alors moi, vous verrez, j'ai une démo aussi, mais clairement pas aussi sexy. Moi, je vais prendre juste une image et je vais remplacer le background. Donc clairement, bon, ok, ça vaut pas ce que Google ou ChatGPT ou autres ont fait, mais à minima, on aura ça. Et ça ne sera pas du live, moi c'est enregistré parce que je déteste le live. À chaque fois, j'ai toujours des problèmes. Nous aujourd'hui, côté AWS, le positionnement, et là je pense que vous l'avez vu, on entend parler Google, on entend parler Azure. L'objectif, c'est pas de parler de ça, d'OpenAI. Nous, notre positionnement, c'est de dire que aujourd'hui, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, d'accord ? Il n'y a pas un anneau qui les gouverne tous, ou un modèle qui va tous les gouverner. Aujourd'hui, un cas d'usage industriel d'IA générative, c'est l'utilisation d'une multitude. J'en parlais encore juste tout à l'heure par rapport aux jeux ou autres, ou même par rapport à l'advertising. Il y en a un qui va être très très bon dans l'audio, il y en a un qui va être très très bon dans la génération d'images, un très très bon dans la génération de vidéos, l'autre peut-être dans la traduction ou autre. Donc c'est toujours une concaténation, une orchestration aujourd'hui de plusieurs modèles. Donc on n'a pas pris le positionnement aujourd'hui de se dire bon on va faire un modèle et tous les adresser. De toute façon même AWS en soi on n'est pas une boîte qui fait du B2C, on est une boîte qui fait du B2B. C'est-à-dire que notre objectif c'est de fournir un service technique qui va vous donner accès à cette multitude de modèles. Et c'est là où aujourd'hui on a nous sorti un service qui s'appelle Amazon Bedrock, qui est un proxy. Faisons ça simple, c'est un proxy d'un service serverless d'IA générative. C'est-à-dire qu'il va vous proposer une IA, une API, unique sécurisée qui rend ton modèle de sécurité AWS, où vous allez pouvoir lui envoyer votre prompt, choisir un modèle par son modèle ID. Bon, petit delta, je veux bien sur certains modèles qui ont des spécificités, en tout cas sur la partie prompt. Et vous allez envoyer ça, pointer vers un modèle ID, donc envoyer votre input, récupérer l'output et faire ce que vous voulez. Derrière, vous voulez changer de modèle parce que, encore une fois, c'est la guerre des modèles en ce moment. Aujourd'hui, nous, on parle beaucoup de Claude aussi, d'Anthropic. Vous parlez de Mistral, pourquoi pas. Vous voulez les bencher, vous voulez les tester. Mistral sera un dernier modèle révolutionnaire, vraiment plutôt orienté pour votre cas d'usage. Mais aujourd'hui, vous changez le modèle ID et vous pourrez le consommer immédiatement. Derrière, encore une fois, on ne parle pas de déploiement d'infrastructure, on ne va pas parler de déploiement de GPU, d'optimisation de GPU, de calcul d'inférence, de calcul de mémoire allouée, ni rien. Aujourd'hui, vous allez payer de façon serverless, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez payer en termes de volume d'input en entrée et d'output en sortie. Tout bêtement. Donc le calcul peut être assez rapide. Les modèles de pricing sont faits aussi selon les modèles. Il y a des modèles qui vont être plus consommateurs en termes d'inférence. Donc selon les modèles, vous aurez le pricing adapté. Mais ici, plus de questions d'infrastructure, de scalabilité. On gère ça pour vous. Vous consommez, vous prenez l'output, vous optimisez et vous pouvez avoir votre cas d'usage rapide. Donc ici, c'est, alors il y a encore une fois mes slides, je pense qu'on doit les mettre à jour presque tout le temps. Je ne sais même pas s'il est à jour, il a nos derniers. Non, par exemple, voilà, Mistral en a un dernier qui était sorti. Donc voilà, aujourd'hui on a un proxy sur un ensemble de modèles. Donc c'est un peu comme une marketplace de modèles, d'accord ? Vous pouvez consommer la partie Jurassic 2, Anthropic, bien évidemment avec le Claude 3 Opus, IQ, Sonnet. La partie Cohere, Stability AI, Meta, Llama 2, Llama 3 même qui était annoncé. Donc on a notre petit modèle, mais bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, en toute honnêteté. On a Mistral AI aussi qui est un de nos grands partenaires. Et donc là, il me semble que on a un modèle un peu plus light qui est sorti. Mais voilà, ça évolue chaque jour, on a de nouveaux partenaires qui se rajoutent chaque jour, vous pouvez juste les activer. Et toujours pareil, là, une API et vous les consommez directement pour payer en inférence. Les modèles, vous pourrez aussi bien évidemment les fine-tuner si vous le souhaitez, les redéployer côté Bedrock et les consommer sur la même API si vous le souhaitez aussi. Un exemple de code Bedrock, bon, pour ceux qui font un peu d'AWS ici, qui est-ce qui fait de l'AWS ici? Qui en a déjà fait, eu fait, on entend? Ok. Bon, pour ceux qui en font, en gros, on a un SDK. Bon, là, on touche le Python, donc on fait un SDK Python qui s'appelle Boto3. On crée une session, en gros, ça passe la partie authentification, on envoie les données sur le service Bedrock, donc, qui est juste en dessous avec les paramètres, en gros, les paramètres d'input pour le modèle, vous récupérez l'output, là ici on fait un print, voilà, c'est aussi simple que ça. Après, à vous de laisser part à votre imagination pour industrialiser et implémenter votre cas d'usage. Le deuxième service, c'est que là on parle d'IA générative, c'est cool. Maintenant on va parler industrialisation, c'est-à-dire qu'il va me falloir des process de développeurs
Et le process des développeurs, c'est-à-dire que mon code source Python n'a pas peur de le stock. À un moment donné, je suis data scientist, je n'ai pas forcément envie de créer des pipelines de DevOps, enfin DevOps ça ne parle pas du tout. Donc on va vouloir avoir un truc un peu pré-mâché pour dire ok, j'ai un quick start, je fais une modification, je pousse ma modification, ça va jusqu'en prod. Nous on a un petit service qui s'appelle Code Catalyst, il faut voir ça un peu comme un GitLab, GitHub ou GitLab-like privé, que vous pouvez en gros utiliser, vous avez des quick start, ça vous permet de collaborer bien évidemment avec d'autres personnes. Derrière, c'est un repo Git, donc vous avez votre code source, vous modifiez votre code source, vous poussez la mise à jour de votre code source. Ça va déclencher un pipeline qui est déjà préconfiguré ou non, selon le template que vous utilisez. Et derrière, vous choisissez un environnement et ça va déployer votre infrastructure. Ici, c'est que de l'orchestration, d'accord, c'est à vous quand même de définir l'infrastructure si vous le souhaitez et de mettre les composants que vous voulez. Mais en tout cas, toute la phase de DevOps, on va dire, donc du dev jusqu'à l'opérationnel, va être possible et orchestré par Code Catalyst. Donc voilà, accélérer ça la collaboration. Donc je pense que si vous connaissez tous ces outils, et je parlais des blueprints, donc bon, on en a plein, vous verrez, on en sort tout le temps, donc c'est pareil, je suis débutant, je ne connais pas tout, j'ai pas envie de partir d'un repo from scratch, d'un répertoire vide, alors il y a plein de trucs sur GitHub de toute façon pour démarrer. Nous aussi là, moi par exemple, j'en ai créé un sur la partie Streamlit avec l'infrastructure que vous pouvez d'ores et déjà forquer, cloner, réutiliser et en gros mettre ça dans Code Catalyst et ça déploiera ça sur un compte AWS si vous le souhaitez. Mais voilà, on a un ensemble de quick start. La démo, donc c'est là où l'objectif c'était de passer un peu plus de temps là-dessus et de partir un peu from scratch. Donc l'objectif ici, c'est de se dire ok, on se met dans une posture, je veux mettre ça à l'échelle, d'accord, donc comment mettre ça à l'échelle et sans parler de serveur, c'est toujours mon défi. Ici, on va avoir bien évidemment du CDN. Le CDN, c'est quoi? C'est une gestion de cache worldwide. En gros, c'est de dire j'ai une partie front-end, d'accord, j'ai peut-être des images, j'ai peut-être une feuille de style, quoi que ce soit. À un moment donné, je vais avoir du cache pour accélérer en fait, l'expérience utilisateur. Je ne vais pas à chaque fois retélécharger le fichier de style HTML ou quoi que ce soit. Donc, c'est un cache, point final. Un load balancer qui va répartir la charge vers les différents conteneurs, ici, les conteneurs qui vont héberger Streamlit. Bien évidemment, on a bien quand même la sécurité et que demain, si jamais pour mon entreprise, je mets une application disponible sur tout Internet sans authentification, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, on a un système de gestion d'utilisateurs managé 100% sans serveur, pareil, serverless. Donc, vous payez pareil ici en termes d'utilisateurs actifs par mois. Donc, il n'y a pas d'utilisateur, vous avez 50 gratuits par mois. Il n'y a pas d'utilisateurs, vous ne payez pas. 10 millions d'utilisateurs, donc vous payez les 10 millions de sessions actives. Et encore, je vous invite à regarder les coûts, vous verrez, c'est pas cher. Donc la gestion de conteneurs ici, pareil, on ne parle pas de serveur, on ne parle pas de machine virtuelle, ni d'orchestrateur, ni de node, ni rien. On a un conteneur, on l'a déployé, on lui a mis un peu des règles de scalabilité si on veut, et ça va gérer tout seul. Et Bedrock, pour la partie inférence, pareil, j'ai pas envie de parler de GPU, de savoir quels sont le dernier GPU NVIDIA, même si nous on a sorti nos instances G6 avec les L4, et on peut aller jusqu'à 8 L4 x 25 gigabits. Donc vous verrez qu'on peut avoir quelques tokens aussi, si vous le souhaitez. Donc démarrons, créer un projet. Alors, pour information, Code Catalyst, c'est 100% gratuit si vous êtes en mode personnel, en mode professionnel, entreprise, bien évidemment. Vous allez avoir accès à plus de fonctionnalités pour de la collaboration, la gestion des crédits, etc. Mais il y a demain, si vous le souhaitez, commencer sur Code Catalyst, et même avec ce projet-là, pourquoi pas, vous allez sur Code Catalyst, vous créez juste un Builder ID, côté AWS, et ça va vous donner accès à un certain nombre d'outils, que ce soit nos outils d'IA générative gratos, ou un Code Catalyst comme ici. Donc moi c'est le cas, là, je suis parti sur un compte privé et de mon repo privé. Vous le trouverez sur mon repo, il a été forqué d'un autre repo qui est un peu plus global et pas adapté Code Catalyst. Mais vous le trouverez, c'est Deploy Streamlit App sur Stivewell. Donc vous verrez l'ensemble du code où il n'y a presque aucune implémentation dedans, c'est à peu près vide. C'est juste le scope de la démo que vous pourrez très bien reprendre, modifier à vos besoins. Pourquoi la vidéo ne démarre pas? Non, c'est que... Donc, repository basique, bon, il y a les licences, contributing, etc. Il y a la partie CDK. Donc, encore une fois, on parle d'industrialisation. On ne va pas faire des clics dans la console, c'est pas le but. L'objectif, c'est en gros de pouvoir coder même notre infrastructure. Donc CDK,
c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure as code qui va nous permettre de définir les différents composants qu'on a vu tout à l'heure dans l'architecture. Donc là, on voit la liste ici des différents quick start qui sont disponibles. Vous pouvez importer votre propre code d'un repo GitHub, ce qui est mon cas ici. On peut aussi vous fournir un repo Git qui est sur notre service Git qui s'appelle Code Commit, ici. Ou alors, tout simplement, vous pouvez donc créer un repo from scratch sur Code Commit. Donc, j'avais fait la démo pour notre événement annuel à Paris, qui était le AWS Summit 2024. Et voilà, j'ai créé, à partir de mon repo GitHub, un projet sur Code Catalyst. Donc j'ai accès au code source, bien évidemment, je ne vous le montre pas, on ne fait pas une surcouche chez GitHub, on s'intéresse juste à toutes les fonctionnalités GitHub si vous le souhaitez. On va tout de suite voir le workflow qui est déjà prédéfini. Alors il n'y en a qu'un, bien évidemment on peut l'agrémenter de tout ce que vous voulez si vous voulez aller un peu plus loin. Mais ici, basiquement, en fait, quand j'ai créé from scratch, je n'avais pas encore d'environnement, je n'avais rien défini sur quel compte déployer. Mais j'ai mon code source. En gros, je vais bootstrapper le CDK si son besoin pour pouvoir déployer des ressources sur un compte AWS. Le build de test, bon, jusque-là tout va bien. Tester, même si tester c'est douter, il faut quand même en faire. Et ensuite, il va déployer ma ressource. Donc, mon premier objectif ici, c'est de dire j'ai besoin d'un environnement, mon environnement de dev, parce qu'on ne va pas tout de suite faire de la prod. Donc, je vais me créer un environnement, et tout simplement, un environnement, c'est quoi? C'est un compte AWS où on va pouvoir déployer ses ressources. Jusque-là, basico-basique. Hein, on a juste un compte AWS sur lequel je vais pouvoir déployer mon projet. Et en fait, c'est ça qui va me permettre d'exécuter mon workflow. Donc on reprend le workflow, on va pouvoir le relancer maintenant que mon environnement a été créé, il s'est même relancé automatiquement. Et on voit que bon, il va tourner. J'ai accéléré bien évidemment pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc on voit ça c'était l'ancien run, et on voit que le prochain run est démarré. Donc il va refaire les phases donc, de build, test et la partie CDK deploy qui est juste l'action de déployer les composants d'infrastructure qu'on a vu au début. Donc la partie authentification, la partie conteneur, la partie cache et la partie bedrock, bien évidemment. Donc les actions, ici elles sont, enfin si vous connaissez un peu le Python, c'est on installe les dépendances, il n'y a pas de build, on disait tout à l'heure, bon, il y a des tests, là ok. On va quand même faire un packaging, on parlait de conteneur ici, donc c'est juste, il y a un Dockerfile, vous verrez, vous pourrez le packager, le réutiliser, donc il va packager ça, le mettre ça aussi sur un repository, parce que encore une fois on parle de production, on ne va pas juste dire tiens telle image je la pousse immédiatement, on va la stocker pour la taguer et si on veut la versionner. Le CDK va s'exécuter, donc le CDK derrière en fait ça va utiliser, pour ceux qui ne connaissent pas, notre service CloudFormation, c'est de l'infrastructure as code, vous pourrez aussi le faire en Terraform, tant que vous faites de l'infrastructure as code, vous verrez, on sera toujours heureux. L'objectif c'est de mettre des process d'industrialisation dessus, de mettre des process de dev, pas de faire des clics de console. Donc ça va déployer les ressources, l'ensemble de vos ressources, donc le cache, l'authentification, et donc on va voir que tout simplement le cycle de vie de mes ressources vont être créés. Une fois que c'est créé, je vais pouvoir y accéder immédiatement. Donc, je vais cliquer dessus, on voit mon ensemble, on voit les événements, les ressources qui ont été créées, et moi je récupère juste en output l'URL qui a été générée. Alors, bien évidemment, j'aurais pu avoir un nom de domaine et le mettre sur mon nom de domaine, mais ici, j'ai juste à copier-coller ça dans mon navigateur, j'ai la merde de login. Alors, pour la petite information, sur Streamlit, il y a un plugin Cognito, ça prend, je pense, 5 lignes à configurer Cognito et l'authentification avec Streamlit. Donc 5 lignes Python, c'est très rapide. Vous n'avez pas à vous soucier du refresh GWT et tout ça. C'est tout géré côté Streamlit avec du plugin. Donc voilà, donc, bien évidemment j'ai eu mon application mais je n'avais pas d'user. Donc la deuxième étape c'est de me créer un utilisateur justement. Et pour ça, un petit nom, une petite adresse email. Encore une fois, tout ça est 100% customisable. Et vous pouvez, même dans le plugin Streamlit, il y a déjà aussi toutes les UI pour faire de la création d'utilisateurs, forgot password, et j'en passe et des meilleurs. Donc bien évidemment, un utilisateur, une fois qu'il est créé, on va devoir changer son mot de passe. C'est juste un peu de sécurité. J'entre les informations, et encore une fois, tout ça c'est packagé dans le plugin Streamlit. C'est pas moi qui ai développé, j'ai pas perdu de temps là-dessus, c'est déjà tout fourni avec toutes les merdes de login. Donc, objectif encore étant de dire j'accélère, je veux faire mon POC en une journée, je peux le faire. Après, encore une fois, nous on met toujours l'accent, c'est que c'est bien de faire des POC, mais bon, toujours pareil, partez du use case.
Faire de la GenAI pour faire de la GenAI et générer des coûts, ça ne sert à rien. Par contre, partir d'un cas d'usage, partir du business model, de qu'est-ce que ça va rapporter et de justifier ça après au côté métier, je vous garantis que c'est comme ça qu'on peut avoir justement les validations pour mettre en production ce projet. Tac, et donc, voilà, j'ai mon application, et en gros, la première page que j'avais développée, qui était déjà packagée, c'est un genre de Hello World, voilà, tout simplement, qui utilisait, je ne sais même plus, je crois que c'était Claude derrière. Bon, tout ça pour dire qu'il y avait un petit Hello World qui vous montre aussi, surtout les différentes étapes côté Python, pour implémenter la connexion à Bedrock. Non. Maintenant, ok, on a pris un repo GitHub, on a créé un projet Code Catalyst, on l'a déployé. Bon, j'ai pas fait en accéléré, justement, c'est pour ça que c'est vachement long. C'est pas en accéléré à part la phase de build, mais en gros, ça prend autant de temps que de forquer un projet GitHub à vous sur votre repo, de créer le Code Catalyst et de le déployer. D'accord? Donc là, on fait quoi en 5 minutes? Vous pouvez bootstrapper votre projet Streamlit et se dire, ok, maintenant j'ai mon environnement, je vais pouvoir réfléchir à les différents cas d'usage. Bon, je suis quelqu'un qui fait data scientist, j'ai peut-être, pour X raison, pas forcément un environnement dev sur mon poste avec Git et tout ça. Et donc, bon, j'ai envie de me créer un environnement dev virtuel ou alors je vais donner ça à quelqu'un d'autre qui a pas un PC de dev. Donc, on peut aussi, côté Code Catalyst, voilà, dire, en fait, tu me crées moi une machine avec un environnement dev virtuel et je vais pouvoir me connecter et j'ai pas envie de télécharger toutes les dépendances, j'ai pas envie de télécharger Python version XXX, la bonne version, sinon ça prend pas. J'ai pas envie de télécharger les différentes dépendances aussi Streamlit pour que ça fonctionne. Ok, généralement un environnement dev, il va te le faire. En gros, ici c'est sur Visual Studio, hein. Il propose de faire du remote connection pour les environnements. Donc c'est ce qu'on fait, on crée une VM en fait, qui est déjà préinitialisée avec tous les composants de mon workspace. Et en fait, le Visual Studio qui est sur mon poste, donc en local, il n'y a pas besoin de ressources, tout est déporté. Mais je me connecte en remote et en fait c'est comme si j'avais l'environnement avec mon Git clone en local, etc. Donc ça permet aussi, si demain il y a une branche, tiens j'ai un bug fixe à faire, au lieu de tout recharger, faire un vent, blablabla, on peut démarrer très rapidement, créer sa VM, faire son... On voit ça sur GitHub, en 2 clics on peut démarrer des dev containers, hein, on ne révolutionne pas tout ici, mais l'objectif c'est voilà, de vous montrer qu'on peut, encore une fois, y aller. Donc j'ai mon environnement de dev. Donc on regarde un peu, vous verrez, les requirements tiennent à presque pas, Pytest bien évidemment pour le test, et mon application Streamlit, mon application CDK qui déploie ma stack, donc c'est ça CDK. Donc, je ne vais pas rentrer dans le gros détail ici, c'est du Python aussi, il est disponible dans plusieurs langages, et en fait je vais créer des ressources, donc le load balancer, je vais créer le cache, je vais créer, générer mes outputs, c'est du code, donc on est vraiment dans, je code mon infrastructure. On n'est pas dans du déclaratif comme CloudFormation, Terraform ou autre infrastructure as code. Ici, on est vraiment dans du code. Utilisation de Streamlit, c'est une dépendance. Et on voit que la partie Streamlit Cognito, c'était aussi une dépendance que j'utilisais. On revient un peu à notre application Streamlit. Donc, Streamlit, ça marche comment? J'ai un app.py, d'accord? C'est le point d'entrée de mon application. C'est là où je vais faire un peu les initialisations du contexte de mon app, comme ici, par exemple, la partie authentification ou même la création de certaines dépendances comme la partie LLM que je voulais. Donc je suis passé un peu rapidement, mais si vous voyez juste au-dessus, on avait la partie configuration justement de Cognito qui prenait pas plus de 5 clics. La partie LLM, c'est justement la petite démo, c'est en gros juste pour démontrer ce que c'est que l'invocation du modèle Bedrock, c'est là. On peut faire le prompt, voilà, c'est un bout de texte, on a le modèle ID, donc là c'était du Claude V2 pour le coup. D'autres petits paramètres où on peut modifier tout ce qui est max token, si vous voulez faire des limites ou alors de la température. Et on envoie ça à Bedrock. Donc vous envoyez le nombre d'inputs, vous récupérez les outputs et vous payez uniquement à la consommation. Et encore, il y a du free tier, je vous invite, vous pouvez essayer. Et donc voilà, c'est une simple API. Demain, par exemple, tiens, il y a Claude V3 qui est sorti, je veux tester IQ, je veux tester Sonnet, je veux tester Opus, différents modèles, différentes tailles de modèles, différentes performances aussi et un input. Je peux le faire très très facilement par celui-là parce que c'est un seul proxy. Maintenant, on va dire, ok, on va rentrer un peu plus dans le code et on va faire de la génération et on va surtout modifier un peu la démo, même si je ne vais pas faire des démos aussi belles que tout à l'heure. Mais là, je vais utiliser donc, un autre outil de génération de code, donc Code Whisperer. Même
Vous voyez, mes slides ne sont même pas à jour. Ici, maintenant, c'était renommé en Amazon Q for Builder assez récemment. Bon, c'est juste un naming. Derrière, si vous connaissez des outils comme Copilot ou autre, c'est pareil, c'est votre assistant pour vous aider à développer. Je ne l'ai pas dit, moi ça fait quoi, 18 ans environ que je fais du dev. J'ai connu tous les langages possibles et inimaginables, y compris le JWT, pour ceux qui connaissaient ça. C'était avant on codait sur NiHM en Java. Croyez-moi que c'était une assez belle horreur et ça mettait 3 heures à compiler pour un bout de web. On dit toujours, il y en a qui sont réfractaires ou autres. Moi perso j'adore aujourd'hui, maintenant c'est mon compagnon de tous les jours, l'outil de génération de code et je n'en ai pas parlé mais je fais beaucoup de Rust, du coup je suis aussi un Rust enthousiaste ici et ça m'aide au jour le jour, rien que pour générer les tests unitaires et la doc qui sont généralement les tâches les plus chiantes aujourd'hui quand on développe. Donc voilà, basique au basique, ça fait de la génération de code, ça s'adapte à tous les idiots les plus connus on va dire. Vous pouvez faire du Rust, du Kotlin, du C, du C++, ça peut tout faire, même aujourd'hui au niveau de la command line, ça peut vous aider à faire de l'autocomplétion. Ça peut même vous faire des migrations de Java vers une Java obsolète vers une nouvelle version de Java, automatiquement en vous fixant justement les problèmes de compatibilité. Donc très pratique quand on doit faire des upgrades. Bon, ici on est sur de l'asynchrone, on n'est pas sur un modèle à the edge, on envoie via une connexion sécurisée via SSL sur Code Explorer. C'était le grand sujet sur la partie Security Privacy aujourd'hui. Je vous invite à lire tout ce qui est le Data Don't Do dans nos conditions générales de vente, que généralement, de toute façon, personne ne lit parce que c'est un gros. Mais aujourd'hui, on ne récupère pas, on ne réutilise pas les données de nos clients là-dessus. Donc, elles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles ou quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est envoyé, on récupère l'input. Bref, on fait ce que tous les modèles aujourd'hui font. Et ça va pouvoir vous aider à faire de l'autocomplétion, à générer, à faire du prompt aussi pour générer vos fonctions, etc. Là, l'objectif, c'est de voir en concret un peu, on se dit le défi, j'ai envie d'utiliser la partie Python Imaginator. J'ai utilisé celui d'Adoulège, j'avais pas beaucoup de choix. Non, je rigole. J'utilisais le Python Imaginator juste pareil pour faire de la modification d'image et juste modifier mon background. Parce qu'à un moment donné, j'avais envie de retoucher une de mes images. Et donc, pour ça, je vais devoir faire deux choses. Donc, pour le coup, je ne vais pas utiliser mon code existant. Ce n'était pas le but. C'était de redévelopper une petite lib Python qui va juste me connecter à Bedrock avec un prompt dédié pour tout ce qui est image. Et quand je dis image, c'est qu'à un moment donné, si je veux l'afficher côté UI, je vais devoir faire 2-3 opérations au niveau de la récupération de l'output de Bedrock pour le transformer justement en image lisible côté Streamlit. Donc là, pareil, je m'étais mis des petits prompts en gros pour dire je récupère moi quelque chose en base64 à partir d'un file bit. Bon, ça m'a généré ça me génère aussi des exemples. Objectif étant de dire j'écris la description de ma fonction, ça va m'aider à accélérer là-dessus. C'est pas parfait, de toute façon le but c'est pas que ça remplace un développeur, mais c'est que ça peut juste vous faire accélérer vos phases de dev. Je sais que ça prend un peu de temps, j'aurais dû mettre en accéléré. Mais voilà, donc je réutilise des fonctions parce qu'en même temps j'utilise d'autres fonctions plus haut, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Pourquoi est-ce que c'est bloqué? C'est vraiment pas en accéléré. Non mais comme ça me permet de respirer moi aussi. En plus, ça va fonctionner super compliqué, donc ça je le dis. Alors, le non accéléré, c'est pas parce qu'il y a une latence réseau, c'est juste parce que je pense que quand j'ai fait la démo, je parlais pas mal. Donc voilà, pareil, load byte from file. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est qu'avant, tout le monde, tiens, je débute en Python, je me souviens plus comment je charge un fichier, parce que en même temps, on s'en souvient pas toujours. T'allais sur Google, t'allais sur GitHub, tu fais copier-coller là au moins. Ça te permet d'accélérer un petit peu là-dessus. Encore une fois, ici, c'est des cas d'usage qu'on voit. On n'en est pas dans la génération de jeux vidéo, même si je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on écrirait juste généralement un Streamlit qui fait ça, et ça ferait en 2 secondes. Là encore, on garde un peu plus la main sur ce qu'il fait derrière, pour montrer un peu les différentes étapes et le pourquoi du comment derrière l'implémentation. Donc je me crée ma fonction, à un moment donné, je n'ai pas voulu récupérer la fonction qui m'était proposée pour faire mon propre titre. Encore une fois, c'est des suggestions à moi d'avoir la pertinence et le choix derrière ce que je veux accepter ou non accepter. Ouais.
temps de changer la batterie, s'il te plaît. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète, ça tourne encore pendant 30 minutes pour faire 3 lignes. Merveilleux. Tu peux meubler si tu veux. Ouais, je peux meubler. Non, mais là, on voit de la grosse complexité de code. Non. Ici, l'objectif, c'était surtout pas de rentrer dans le complexe. C'était pas de rentrer dans du génère tout pour moi, je sais pas ce qu'il y a derrière, et j'appuie sur un bouton, ça va en prod. Ici, l'objectif est de montrer les différentes étapes qui font la connectivité justement avec la partie Titan, la partie surtout Bedrock ici, notre outil. Donc ici, pareil, juste des paramètres en entrée, des paramètres par défaut, tout simplement. Donc, sur généralement les modèles aujourd'hui, par exemple ici de génération d'image, on va avoir bien évidemment un prompt, on va avoir des masques ou autres, donc différents paramètres, donc là, qui sont liés à la partie Titan. Certains modèles auront des prompts, en tout cas des paramètres un peu différents, donc c'est pour ça que je disais, bon c'est magique, vous modifiez le modèle ID. Ça ne modifie pas, des fois c'est pas aussi simple que ça, certains prompts vont devoir être un tout petit peu adaptés, surtout au niveau des paramètres d'entrée. Le body. Je me souviens quand j'avais fait cette démo, je faisais des claquettes quand j'étais au summit. Parce qu'à un moment donné, je me suis trompé, j'ai dû faire moins 0,5 pour que ce soit encore plus lent. Le type d'image, alors moi comme je disais, on a sur Titan pour le coup, on peut choisir un peu ce qu'on fait, on peut générer des images, on peut modifier des images, on peut modifier, comme là, la partie outpainting. Donc encore à vous d'adapter le prompt derrière pour qu'il fasse ce à quoi vous voulez. Et clairement, on ne peut pas encore faire un prompt et générer des belles cartes de jeu comme tout à l'heure, on n'en est pas encore là. Mais encore une fois, ça montre quoi? C'est que chaque modèle a ses spécificités. Là, je ne m'étends pas sur Titan parce que tout simplement, Titan, il a une petite spécificité, c'est pour dire, ok, on peut poker rapidement, s'amuser avec des cas d'usage très très basico-basiques. Derrière, chaque modèle aura sa spécificité, et de plus en plus, de toute façon, on en fait. J'avais une autre démo qui aurait pu être beaucoup plus belle que j'ai fait à Vivatech, où en fait, moi je suis aussi pas mal impliqué sur tout ce qui est l'accessibilité. Et en gros, on a des projets en cours sur le open source pour le coup, qui est de développer un avatar 3D pour faire le langage des signes. Tout simplement parce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont malentendants dans la salle? Non, c'est le même projet. Ah ok, bon, j'en ai parlé à plein de Vivatech, on est plein à avoir de projets, donc c'est cool. Donc on parlera tout à l'heure, il y a des tables rondes qui vont s'organiser là-dessus. Où l'objectif c'est de pouvoir parler, d'avoir un avatar 3D pour faire le langage des signes. Moi j'aime bien dire c'est rendre l'accessibilité accessible à tous. Donc aujourd'hui en tout cas, le LLM va nous permettre de faire ça. Parce que même si c'est très compliqué d'apprendre le langage des signes, non pas les signes, mais plutôt la simplification du texte et on va dire le représentant en text-like signes, c'est très complexe aujourd'hui, surtout pour le français, parce qu'il y a différents langages des signes. L'américain, ils ont un genre de vocabulaire, mais le français, on est toujours un peu à l'ouest et il y a aussi des différents dialectes. Donc là, au moins, on va pouvoir, pourquoi pas fine-tuner un modèle et justement apprendre tout ça. Donc, si tu veux, il y a des super projets open source aujourd'hui. Il y a un modèle qui est en train d'être créé à LLM dédié au langage des signes, qui s'appelle OpenSign, je crois. J'ai un lien et en fait, c'est full GitHub. Où en fait, ils font que du fine-tuning sur tous les langages des signes. Pour revenir, parce que vous voyez que ça a vachement avancé, je mets toujours les params sur la partie body. En gros, qu'est-ce que je mets aussi comme je lui demande des petites configurations sur qu'est-ce qui va me générer comme taille d'image, etc. La qualité aussi. Donc tout simplement, on va lui mettre un peu ce qui va. Une petite graine et on va, voilà, pour donner un peu plus de génération. Et vous verrez, c'est bientôt fini. Ne vous en faites pas. Non, enfin, j'ai des if-else. Non, mais alors pour le coup, c'est parce que pour ceux qui ne sont pas là, au moins vous avez le temps de comprendre clairement les 2-3 lignes de code qui sont faites. Qui casse pas trop pattes à un canard, je suis bien d'accord. Mais ici, au moins, vous verrez. Donc, on récupère un JSON. En tout cas, on fait le dump du JSON. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement invoquer la partie. Je pense que je peux pas même accélérer un peu parce que c'est vrai que c'est quand même vachement. Tac. Je récupère de toute façon la response. C'est en gros, le but, c'est de transformer la réponse en image pour que Streamlit puisse nous l'interpréter avec la partie byte.io. Tac. Je fais le invoke. Invoquer un modèle côté Bedrock. Voilà, c'était. J'aimais bien dire ça, c'est qu'au final, ça prend. Je crée le client Bedrock, runtime.
Je fais l'appel qu'on a vu juste en haut, qui était un invoke modèle, tout simplement, qu'on voit là. Je mets le modèle ID, c'est ça que je peux un peu tuner et modifier au besoin. Et je pointe vers le modèle que je veux. Donc derrière, c'est pointer vers le modèle de la marketplace qui me semble pertinent pour mon cas d'usage et arriver à l'exploiter comme il faut. J'avais bien dit, c'est un getting start. Une fois que j'ai fait ça, on revient sur ma page Streamlit. Donc créer une page sur Streamlit, donc un petit onglet qui est pris avec, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une side navigation, un panel à gauche. J'ai juste à créer un nouveau point .py à la racine. Donc là, je l'ai appelé image background app. Je lui ai mis un petit titre. Je lui ai mis tout simplement une IHL très simpliste qui est, il me semble, c'était à gauche, on choisit une image, on lui met un prompt, à droite, on a l'output, tout simplement. Je l'ajoute dans mon sidebar, voilà, je pointe, aussi simple que ça. Là, pour le coup, la partie image background, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça prenait quoi, 20 lignes. Là, c'est en une ligne, je rajoute le menu. Chose qui, si on doit le faire en HTML, etc., ça peut prendre beaucoup de temps. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à la suite. Et justement, on fait le git push, qui est, encore une fois, un petit process de dev. Git commit, git push, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment mettre à jour justement le répertoire de code qui est à distance. Donc j'ajoute les fichiers que j'ai créés. Je le pousse avec un petit message pour dire quelles sont les modifications que j'ai faites. Et après, bien évidemment, tout le workflow et le pipeline va se déclencher pour mettre à jour mon infrastructure, redéployer mon conteneur, le versionning, etc. Mettre à jour le cache si besoin et bien évidemment rendre ça disponible. Donc ici encore, pour le coup, là je peux vraiment dire que c'est décodé en live, entre guillemets, et créer une application qui pointe vers un bedrock avec un cas d'usage ultra simpliste, on est bien d'accord, on n'est pas dans la création d'une knowledge base, ni de faire du RAG, ni autre. Voilà, ça a pris quoi dans les, je crois que ça doit faire 15 minutes que je parle, 15 minutes pour juste me connecter, et à partir de là, je peux consommer tous les modèles de la marketplace côté bedrock, et donc commencer à itérer un peu sur mon idée, sur mon cas d'usage, et sur mes besoins, et pouvoir aller dire, tiens, regardez le business, j'ai ça, j'ai fait ça en quelques secondes, j'ai pu le faire. Bedrock, et là vous verrez, c'est un peu la next step. Donc là c'est tout bête, c'est j'ai des robots, je remplace je mets le robot, remplace-moi le background. Je veux générer une image, tout simplement. Par exemple, je peux l'utiliser pour faire mes super PowerPoint. On n'a pas du 4 ans en live. Là, moi c'est pas enregistré, c'était avec un vrai problème de réseau. Et voilà, il va me générer une image. Pareil, je remarque qu'après je refais un truc où je mets une jolie photo de laptop et je veux le mettre à la plage. Et là encore, vous voyez l'impact côté sustainability, j'aime bien dire ça. C'est que là où avant, quand on disait tiens, je veux vendre un Mac qui est au bord d'une plage. Généralement, on avait une Corona au bord d'une plage. On envoyait les photographes au bord de la plage pour prendre une belle photo. Là maintenant, les pauvres, ils restent devant leur PC. Ils sont là et on va pouvoir mettre la Corona au bord d'une plage sans rien changer et surtout sans avoir un impact carbone. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il faut avoir aussi des aspects positifs là-dessus. Voilà, mon PC au bord d'une plage, tout bêtement. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas une démo qui était le but de faire une démo waouh en disant attends, ça comparé à 4 ans avec du voice et tout ça. Là, l'objectif, c'était, vous l'avez vu, c'est le getting start. C'est-à-dire, demain, vous pouvez démarrer facilement avec des composants qui sont déjà pré-mâchés, avec des outils comme Catalyst qui va vous générer un peu cette industrialisation. Parce qu'à un moment donné, le passage du POC à l'industrialisation, c'est ça qui peut prendre du temps. Donc avec un workflow qui va vous permettre de déployer, de créer des environnements. Donc là j'ai un environnement dev, je peux très bien dire demain j'ai un environnement de pré-prod, de prod. C'est juste des petites briques à rajouter, des environnements à créer. En fait mon pipeline est déjà prêt. Donc là vous pouvez tester, vous pouvez itérer, vous pouvez réfléchir sur votre cas d'usage. Et aujourd'hui la brique industrialisation est un peu gommée parce qu'elle est facilitée par celui-là. C'était le but aujourd'hui. Et je vais redémarrer, c'est ça. Les prochaines étapes, je vois bien que j'ai comment démarrer. Les slides, de toute façon, vous les verrez si vous voulez avoir des essais. Et après, voilà, pour dire que Bedrock, c'est pas juste un proxy, vous ne pouvez pas faire que le consommer, on vous fournit aussi d'autres fonctionnalités de fine-tuning, de déployer vos modèles de fine-tuning. Ici encore, on ne parle pas de ferme, on ne parle pas de tout. Alors, encore une fois, on est dans du
basico-basique, d'accord? C'est j'ai un cas d'usage pas complexe, je veux faire du fine-tuning, j'ai pas toute la connaissance qu'il me faut pour aller utiliser les différents frameworks ou autres. Voilà, ça c'est le cas d'usage ici. Vous voulez aller dans le plus complexe, utiliser des frameworks spécifiques, de GameFX ou autres, pas de souci, on a d'autres services avec SageMaker qui vont vous fournir ça, vont vous fournir du GPU, hein, les machines que vous voulez, le nombre de GPU que vous voulez, et vous allez pouvoir les consommer. Et après, on a aussi la partie RAG, d'accord, c'est que vous pouvez aussi agrémenter et créer vos propres bases de données vecteurs, d'accord, donc on a plein de moteurs de vecteurs, on a des partenaires qui proposent aussi des moteurs vectoriels avec la partie Redis ou autre. Donc à vous de créer votre base de connaissances, d'accord, j'ai de la donnée entreprise interne, je veux me faire ma propre base de données sécurisée qui m'appartient, d'accord, avec mes règles de confidentialité, d'accès et tout ça, je la crée, je l'augmente et après je la consomme directement via mon modèle LLM si vous le souhaitez. Et voilà. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, le code Python était simple, non? Vous avez eu le temps de le lire, même de chercher sur Google pourquoi je faisais ça. Pas de questions? Ouais. J'ai une question par rapport à Streamlit qui est en fait initialement je pensais que c'était basé pour des data scientists. Mais là en fait là que tu fais la rien de data scientist, j'enlève le fond du truc et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme app dans Streamlit, pourquoi tu l'as pris Alors, le contexte data scientist, c'est ok, c'est à un moment donné, on me demande de faire un cas d'usage LLM et je connais le Python. Data scientist, Python, ça match. Là, clairement, on n'a pas fait de la data science. Là, je suis 100% d'accord, mais c'est aujourd'hui, on me demande, moi, de faire ce que j'ai vraiment l'impression, direction haute, de dire ah, faut faire de l'ingénierie, tout le monde doit faire de l'ingénierie. Donc, je dois démarrer rapidement et j'ai aucune connaissance côté applicatif. Donc, je connais le Python, j'ai aucune connaissance en infra, en dev, en ops, ni rien. Donc, c'est pour ça que le Streamlit, aujourd'hui, c'est un framework qui permet d'accélérer grandement en Python et de créer des IHM très rapidement. On ne parle pas de feuilles de style, on ne parle pas d'image, on ne parle pas de tout ça. En 2 secondes, je peux créer et utiliser surtout tous les composants et les plugins, parce qu'il y a un gros écosystème côté Streamlit qui permet, comme là, gérer une authentification pour un non-dev, se connecter même à peu importe, à un OS0 ou Okta ou même un Cognito. Aujourd'hui, j'ai un GWT, pas un data scientist, c'est qu'aujourd'hui, c'est lunaire, il n'a pas à apprendre tout ça. Donc là, Streamlit avec les plugins permet d'accélérer là-dessus. L'objectif étant de montrer juste que créer une application sur une base Streamlit très rapide, 15 lignes de Python, te connecter avec un proxy qui permet de consommer plusieurs modèles LLM, rapide aussi. Derrière, maintenant, c'est OK, maintenant, toi, data scientist, allez, amuse-toi, va créer ton LLM, va fine-tuner un LLM, va créer ta base de connaissances, va faire du RAG, va faire du React, va faire, pourquoi pas des endpoints et créer, allez, même entraîner, pourquoi pas ton propre LLM. Tu peux le faire aujourd'hui, tu as tous les composants de base. La gestion de la sécurité, ce que tu n'as pas vu là, c'est que grâce à Cognito, on récupère des tokens AWS qui permettent de sécuriser tes échanges et de consommer les services AWS. Donc là, ça passe pas en HTTP, c'est pas clair, c'est sécurisé et c'est authentifié. Et c'est voilà. Là, le BABA. C'était le but, c'était pas faire du waouh en mode la super démo LLM sur AWS. C'était pas mon but, c'était de me dire ok, demain maintenant, si quelqu'un vient vous voir en disant j'ai un use case, partez pas sur une application Angular, React, Java, quoi que ce soit. Vous pouvez démarrer très facilement avec du Streamlit. Python, c'est-à-dire que vous pouvez même partager ce code à des personnes non dev natives, on va dire, et d'aller rapidement vers l'exploitation de cas d'usage. Enfin, comme je disais, je travaille dans le jeu vidéo, et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, comme un peu tout le monde, j'entends parler de la GenAI de partout. Et le nombre de premières fois où on dit ah, je crée un chatbot interne sur les use cases internes. Ok, pas de souci, tu as combien de cas d'usage? J'en ai peut-être 10 par semaine. Ok, d'accord. Derrière, l'inférence était non justifiée, le coût sous-jacent, même ah bah tiens, le gars il va s'éclater, il va faire un chatbot, je vais mettre ça en chatbot interne. T'as pas de ROI, parce qu'à un moment donné, peut-être humain ou autre en temps, qui est un peu plus complexe. Voilà. L'objectif, c'est partir d'un besoin et après itérer là-dessus, trouver votre cas d'usage et le justifier. Parce que pour moi, aujourd'hui, on en est encore là, en tout cas dans la maturité, c'est que quand on parle vraiment de B2B, pas de B2C, comme là où c'est déjà très mature avec ChatGPT 4o, avec les exemples de Google. Là, on est dans la maturité, ça nous parle. On est des consommateurs directs. Et quand on veut construire un cas d'usage, généralement, on essaie de faire des biais ultra rapides, de dire ouais, on va faire du LLM pour faire du LLM parce que c'est fun. Là où des gens, je leur dis non, mais tu sais, l'algo là, qui fait de la traduction ou autre, ça existe depuis déjà 10 ans.
et tu vas juste consommer du CPU, pas des GPU. Et tu verras que déjà, ton impact au niveau finance, les gens ils vont beaucoup plus t'apprécier. Et tu auras, pas question de même performance, mais on va dire dégradation légère, tu auras la même chose. Donc, voilà. Toujours pareil, partir du cas d'usage. De là, après, LLM, ça peut être la réponse. Ou non, en tout cas, là, tu peux démarrer et poker rapidement et itérer là-dessus. T'as un use case gaming, Steve? T'as pas des use case gaming? Ouais, si, bah en fait, alors, encore une fois, et c'est pour ça que j'aime bien, c'est que le gaming, en fait, vous savez, il y a les différentes phases, ça je peux en parler, la partie création, et là, je pense qu'on peut en parler longtemps avec nos collègues sur la partie création, clairement, hein. Aujourd'hui, l'idéation, alors, il y a encore dans le gaming, faut pas voir les boîtes toutes jeunes où il y a un studio de 2 personnes, alors là, eux, ouais, ils sont super, ils adorent la GenAI, mais après, il y a aussi des studios de gaming qui sont très legacy, qui eux, aussi auront des créateurs un peu plus, voilà, ils ne vont pas trop vouloir aller là-dessus. Dans la phase en tout cas d'idéation, il faut savoir qu'aujourd'hui, tiens, j'ai une idée de jeu, quand on va faire un peu son board et tout ça, designer les scènes, les pensées. Aujourd'hui, par exemple, on a, nous, en cas d'usage avec Miro, je ne sais pas si vous connaissez, on met des post-it, etc. Ça peut te générer avec Midjourney ou autre des images en live. Donc on fait du prompt, tiens, j'ai une idée, ouais, je pense à des vaisseaux, je pense à ça. Donc toute cette phase d'idéation, de création, là où on allait voir un créatif qui dit, tiens, crée-moi cette scène. Mais là, moi, ok, non, en fait, modifie-moi ça qui prenait des semaines, des mois. Aujourd'hui, elle est grandement accélérée. On peut même aller sur les premières phases de génération d'assets. Justement, on a aussi des startups qu'on connaît très bien côté AWS qui s'appellent Scénario, qui sont aussi spécialisées là-dedans. Exemple, j'ai des cas d'usage où on a des vieux jeux rétro gaming, on veut les mettre en HD parce que tout a évolué, les télés ont évolué. L'upscale prend énormément de temps. On fait passer dans la moulinette en 2 secondes. Aujourd'hui, le jeu est en version HD pour un moindre coût. Donc voilà, il y a plein de petits cas d'usage comme ça sur la partie créative. Sur la partie pure run, game développement, on va aller chercher d'autres expériences. Et encore une fois, là, on manque un peu de maturité. C'est qu'aujourd'hui, le nouveau mode de jeu vidéo, c'est que c'est du free-to-play. Tout le monde connaît Fortnite peut-être dans la salle. Ou autres jeux aujourd'hui, les jeux on les télécharge, ils sont gratos. Qu'est-ce que ça veut dire pour un studio? C'est que déjà, il faut voir qu'un jeu aujourd'hui, alors je parle des jeux AAA, c'est 3, 4, 5 ans de développement. 3, 4, 5 ans de développement, tu as 2000 personnes à payer. Si, et possiblement si, dans 4-5 ans, j'aurai un ROI, c'est-à-dire que mon jeu va fonctionner. Et le ROI, il est, vu que le jeu est gratuit, il se fera sur quelque chose, une marketplace. Donc déjà, il faut que mon jeu soit cool, qu'il marche super bien, qu'en plus ma marketplace soit super bien tunée, et que derrière, les gens, ils ont envie d'acheter des skins derrière. Moi, ça fait 22 ans que je joue à Counter-Strike, j'ai pas dépensé un seul dollar dessus. Je pense que les gars, ils me détestent. Et moi, j'ai jamais acheté un gant, je vois pas l'intérêt. Je suis pas générationnel de ce type-là, je vais pas acheter ça. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils vont faire un ROI. Donc maintenant, on voit j'ai plein de vidéos, hein, j'ai des decks dédiés à LLM sur tout ce qui est le monde du jeu vidéo. On voit des expériences de NPC, donc non physical character. Donc j'ai des quêtes et tout ça, je vais parler avec des gens, ça tout le monde en fait. Où on va leur parler. Alors aujourd'hui, on a des suggestions de discours. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Plugger un LLM dessus, oui, bien évidemment, ça va arriver. Aujourd'hui, qu'un studio assume les coûts, que tu as 10 millions de joueurs qui s'amusent à parler avec un NPC pour lui dire ouais, tiens, comment tu trouves le ciel? Est-ce que tu peux m'aider sur ma quête? Parce que je dois aller chercher le super champignon magique, etc. Et générer 10 000 coups GPU derrière. Croyez-moi, les studios, ils ne vont pas faire ça encore. On n'est pas encore à ça. Par contre, on le voit, Apple a lancé un peu pour moi, le gros buzz sur le At the Edge, c'est-à-dire les LLM qui vont être embarqués dans vos consoles. On a des gros GPU sur le PlayStation 6 va sortir, il y aura encore des gros GPU, on a tous des gros PC, nos portables maintenant, on va faire du LLM avec des adapteurs. Oui, bien évidemment, les prochaines next-gen, on va dire gaming experience, ça sera à the Edge avec justement des NPC totalement dynamiques, où on pourra terminer 300 fois le jeu différemment parce qu'on aura 300 dialogues différents avec des contextes différents. Clairement là-dessus. Et après sur le run, en gros, marketplace et tout ça, bien évidemment, ici on verra encore de plus en plus tout ce qui est génération de la partie, ce qu'on appelle UGC, tout ce qui est la partie User Content Generation. Je génère mon propre skin, je génère tout ça. Bien évidemment, on va le voir de plus en plus à ce niveau. On le verra de partout, de toute façon, ça sera dans notre quotidien, même si on remarque. Bonsoir. En fait, j'ai été bluffée par Code Catalyst, je ne connaissais pas du tout. Et puisque c'est du serverless, je me demandais pour le usage limit, pour le compute limit, est-ce que c'est. En free-to-play, tu parles? En free-to-play? En la version gratuite? Ouais. Est-ce que, même la version pas gratuite, est-ce que ça permet de faire des gros projets pour l'API limit, pour le compute limit? Ouais. Est-ce que ça utilise du GPU? Alors,
bonne question. Code Catalyst, en gros, c'est un orchestrateur de différents outils qu'on a côté AWS, d'accord, qui s'appelle Code Pipeline, Code Build. Code Build, tu peux avoir en fait toutes les instances que tu veux, tu peux avoir du GPU dessus si tu veux. Alors, après, je vais mettre un petit delta là-dessus. Ce n'est pas un pipeline FLOps, d'accord, c'est pas ça que tu vas utiliser pour faire ton pipeline ML, par exemple ton ML, tu vas consommer du GPU et tout ça. Alors, tu peux utiliser du GPU, oui, mais c'est pas velléité en tout cas aujourd'hui de faire un pipeline dédié data science. C'est vraiment plus orienté développeur web, application. Très bien, donc tu peux utiliser du GPU. Niveau capacité, offre gratuite, je crois que tu as un nombre de minutes, jour ou mois à consommer gratos, grâce à ton compte personnel. En mode entreprise, après, bien sûr, tu vas payer selon le nombre de bulles que tu lances, le temps des bulles, etc. Et tu payes à la seconde le nombre de bulles. Si tu lances 10 000 bulles par jour, tu payes les 10 000 fois 10 secondes, possiblement de bulles. C'est pas des machines qui sont 24. Ça répond à ta question? J'ai une petite question dans le code. J'ai vu un bug, merde. Ah, c'est possible en plus. Non, mais normalement, tu appelles la lib auto pour Bedrock Clear. Ouais. Et avant, tu appelles aussi une lib Langchain. Et dans le code, tu combinais. Je peux utiliser avant. Si Langchain LLM et tu passais un client Bedrock et je n'ai pas compris. Ça, on en parle après. Non, mais alors, tu sais quoi, en fait, j'ai fait quelques temps, C'est au tout début dans la presse Bedrock, avant Code Catalyst et autres. Tu connais la lib Langchain? Non. Non, en gros, elle va donner du contexte à ton prompt. En gros, quand tu vois un chat et que tu parles et que tu fais 2 inputs d'affilée, à un moment donné, si tu renvoies à chaque fois, en gros, cette librairie, et je te simplifie grandement, pour en gros te redonner le contexte des conversations précédentes. Donc c'est juste, il va garder ça en mémoire et permettre de automatiser tout ce process. Je synthétise très très grandement. Langchain fait beaucoup plus de choses. En gros, c'est aujourd'hui une librairie qui est très très utile, par exemple quand on fait du chatbot ou autre, qu'on contextualise tout de suite. Au-dessus, quand tu veux faire du React aussi, c'est-à-dire des actions liées à des actions au niveau de ton output, etc. Ça permet vraiment d'aller chercher d'autres patterns là-dessus. Donc oui, c'est possible que j'ai dû l'utiliser indirectement. Je regarderai. Je fais même comme ça. Autre question? Non, c'est tout bon. Bon, c'était pas aussi claque à l'œil quand même. Moi, j'aurais bien voulu dire, ah tiens, je parle, en fait, ça code en live. Bientôt en plus, ça sera cool ça. Je dis, ah non, mais je le fais un streaming et ça me générait la vidéo en live. Alors déjà, si j'ai un petit avatar 3D en langage des signes, ça sera pas mal. Merci beaucoup, Steve. Mais avec plaisir. Alors, il me reste juste 2-3 petits mots à vous dire avant de vous laisser aller boire une bière. Hop. Je vais me rebrancher. Je peux couper ton...